Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette troisième session de ce deuxième forum des initiatives de la jeunesse que nous organisons à l'ambassade de France et à l'Institut français de Roumanie. Je m'appelle Joseph Justiniani, je suis attaché de coopération à l'ambassade et je suis avec Capucine Dupont. Capucine. Oui, merci Joseph. Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour la dernière discussion de ce week-end consacré à l'engagement de la jeunesse. Et merci à tous les participants qui ont répondu à notre invitation et avec lesquels on espère avoir des échanges passionnants ces prochaines heures. Alors, je vais vous dire un petit mot et puis ensuite, je vais vous mettre un petit peu en retrait virtuellement. D'abord, je voudrais profiter donc de cette introduction pour remercier notre sponsor, la BRD Société Générale, les partenaires médias qui nous suivent, surtout les représentants d'ONG, d'organisations de la société civile roumaine et française qui nous ont accompagnés pendant ces 2 jours, qui ont été très denses, dans lesquels il y a eu 4 ateliers qui ont été organisés pour des ONG roumaines. Et puis, nous avons eu 3 débats et nous arrivons donc au troisième de ces débats. Vous allez donc pouvoir aujourd'hui échanger sur la thématique de l'engagement citoyen et de ce que la pandémie a changé donc pour chacun d'entre vous dans votre engagement auprès de la société et dans les causes que vous portez. À la suite de ce débat, on va se retrouver pour vous présenter aussi ce que nous, ambassade de France, on souhaiterait faire pour soutenir justement les organisations de la société civile roumaine et puis évidemment les partenariats qui pourront exister et je l'espère qu'ils seront nombreux aussi peut-être après ces échanges entre Roumains et Français. Voilà, je passe la parole à Capucine et je vous dis à tout de suite. Merci Joseph. Donc peut-être quelques mots pour d'abord introduire le sujet de la conversation que nous allons avoir aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on entend souvent dire que la jeunesse d'aujourd'hui serait moins engagée que les générations précédentes et ces générations précédentes peuvent parfois décrire la jeunesse comme une génération individualiste ou qui serait retranchée derrière ses écrans. Or, on constate que le désir d'engagement de la jeunesse est bien présent. Mais il semble différent de celui qu'on pouvait connaître parmi les générations précédentes. En fait, on voit que la jeunesse, elle invente de nouvelles formes d'engagement et que cela ne se limite plus simplement à l'engagement politique, mais vraiment, ça prend des formes très variées. On voit qu'on a une mobilisation très importante des jeunes qui vraiment vont prendre la parole sur tous les grands sujets de société, donc que ce soit le changement climatique, le sexisme, le racisme, etc. Et en fait, leur hyperconnexion va également avoir un effet mobilisateur vraiment qui leur permet de partager toutes les informations sur ces grands sujets de société. Et on voit que cette tendance, en fait, elle est renforcée par la crise sanitaire et le confinement. Et donc, justement, la discussion d'aujourd'hui, elle vise à montrer les différentes formes d'engagement des jeunes, en particulier dans le contexte actuel de pandémie et de confinement, ou en tout cas de restrictions sanitaires. Et puis, dans un deuxième temps, on essaiera aussi de voir comment accompagner, comment encourager ce désir d'engagement des jeunes pendant et après la pandémie. Donc dans un premier temps, je pense qu'il est important de revenir sur les difficultés qu'ont connues les jeunes pendant la pandémie et puis les actions qu'ils ont très rapidement mis en place pour se soutenir entre eux, mais aussi pour soutenir les autres populations touchées par la crise. Donc peut-être, je pensais dans un premier temps donner la parole à Nicoletta et Paul, donc, qui sont des membres de la Ligue des étudiants roumains en France. Donc peut-être si vous pouviez nous parler un peu des conséquences de la pandémie dans votre vie actuelle et puis voilà, votre vécu en tant qu'étudiant à l'étranger notamment. Voilà, comment vous avez vécu ce moment. Alors, bonjour. Merci d'abord de nous avoir invités. Je m'appelle Paul Stansioyou.
Et puis avec Nicolette Avlonga, on est les coordinateurs de la Ligue roumaine à l'étranger, c'est l'antenne France, parce que cette organisation, eh bien, elle fonctionne à peu près dans tous les pays qui sont des destinations très favorables aux étudiants roumains. Et puis pour nous, bon, on va dire qu'on est à peu près au 3e confinement ici en France, même si ça n'a pas vraiment l'air vu la météo et tout ce qui se passe. Mais bon, je pourrais dire que l'expérience a été formative du point de vue des astuces qu'on a appris ensemble, des gens qu'on a rencontrés. Parce que d'abord, il faut savoir que pour le premier confinement, la Ligue des étudiants roumains en France n'était pas la même organisation qu'aujourd'hui. Alors, on était moins nombreux. On avait une autre coordinatrice. Et puis, on a passé le premier confinement à Paris. On ne savait pas combien est-ce que ça va durer. Mais finalement, on est resté assez proche parce que, bon, même si Paris peut paraître une ville très large, on a pu faire des réunions Zoom. Certains d'entre nous même habitaient dans la même résidence étudiant et puis comme ça, on a pu organiser des soirées. Bon, un petit comité en respectant les règles. Et bon, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début, notre organisation a été très proche de l'ambassade de l'Institut roumain en France, à Paris. Ce qui nous a vraiment aidé à savoir tout sur les vols de rapatriement, les mesures à prendre, des aides éventuelles que nous ont proposées l'État et la commission étudiante. Et puis, entre nous, on a essayé de conserver une certaine amitié, des liens entre nous via des activités comme ça. On passait des soirées ensemble, on faisait des apéros, des petits quiz et des trucs comme ça. Et puis après le premier confinement, bon, on a passé l'été bien en vacances. Et puis pour le deuxième, c'était déjà nous qui avons pris la main sur l'organisation parce que nous avons eu un vote. Et puis la coordinatrice a quitté l'organisation vu qu'elle n'était plus étudiante. Et puis depuis qu'on est à la tête de cette organisation, nous avons fait plusieurs webinaires, séminaires comme ça avec les membres. On a fait une grande campagne de recrutement et maintenant on est à peu près 20. Donc ça veut dire qu'on est à peu près 3 fois plus nombreuses qu'au début. Et puis ce qui est bien, c'est d'avoir des étudiants, pas seulement à Paris, parce qu'avant on s'appelait bien la Ligue des étudiants roumains en France, mais c'était plutôt la Ligue des étudiants roumains à Paris. Et maintenant, on a des étudiants à Orléans, à Lille, à Dijon, même certains qui ont fait une partie de leurs études à Lyon. Et donc, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est de développer un guide pour les étudiants roumains qui souhaitent venir en France ou qui le sont déjà, pour savoir quelles sont les conditions et comment s'habituer et voilà, créer une acclimatisation favorable. Et peut-être Nicoletta peut vous en dire plus sur les projets récents qu'on envisage dans cette période un peu particulière. Et bonjour à toutes et à tous. Pour ce qui est, c'est un projet très grand qu'on a en tête. Ce sont des webinaires avec des Roumains qui ont une carrière en France. Et ça vient aussi, c'est une idée qui est née durant le deuxième confinement, justement parce qu'on se sentait seul et on s'est dit peut-être qu'il y a d'autres gens plus expérimentés que nous qui peuvent non seulement nous aider du point de vue professionnel, parce que c'est vrai que pour nous, les étudiants, ça a été assez inquiétant. Quelle est la valeur de notre diplôme à la fin de nos études? Est-ce qu'on a un job qui est sûr après la licence, après le master? Et de ce point de vue-là, on pense que les webinaires peuvent non seulement nous aider sur ce plan-là, ça veut dire que on pense vraiment à penser comment lutter contre le chômage après les études, parce que c'est ça qui nous inquiète le plus.
mais aussi pour des conseils pratiques pour développer les compétences professionnelles de chacun d'entre nous. Oui, merci beaucoup, Paul et Nicoletta. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse est confrontée à une grande incertitude. On sait que beaucoup de jeunes, en plus de la précarité par laquelle ils peuvent être touchés, voilà, ils ont parfois du mal à trouver des stages, à trouver un premier emploi. Et pour autant, voilà, on sent qu'il y a une grande solidarité. Ce que vous disiez, vous avez mis en place des actions pour garder un lien social entre vous. Et peut-être, Wael Chépi, tu es président du comité des étudiants francophones donc en Roumanie. Et donc peut-être que tu pourrais à ton tour nous parler des actions de solidarité qui ont été mises en place par les jeunes en Roumanie pour répondre à la crise liée à la pandémie. Bonjour Capucine, très chers collègues, je suis très content d'avoir déjà de trouver l'association des étudiants roumains en France. Ça fait plaisir de rencontrer les collègues là-bas. Alors, notre association, le comité des étudiants francophones Gaudamus, c'est une association qui est présente sur 5 villes en Roumanie. Nous avons des étudiants de toutes les filières presque. Et, si on va dire que la pandémie, surtout au début, c'était facile, donc je vais vraiment mentir. Au début, c'était très compliqué, donc surtout que nos activités de l'association sont basées sur le côté événementiel, sur la rencontre d'étudiants, des échanges directs. Donc, changer tout d'un coup tous nos plans de travail, nos priorités, nos stratégies, c'était un peu compliqué. Mais heureusement, notre point fort, c'est réellement la diversité au sein de notre association. Grâce à nos étudiants. Et vraiment, on est très fiers aujourd'hui d'avoir ce profil très diversifié. Nos étudiants de médecine étaient à l'écoute. Donc, vous savez, vous vous rappelez bien, au début de la pandémie, il y avait des étudiants qui sont entrés en dépression, les périodes étaient très délicates, ils sont inquiets pour leur famille, pour leurs parents. Il y a des étudiants qui sont tombés malades ici en Roumanie. Donc, heureusement qu'on avait des médecins. Déjà, je salue, nous avons un spécialiste, le docteur Bessalem. C'est un étudiant résident en psychiatrie. C'était mis volontaire 24 heures sur 7 pendant tout un mois pour répondre aux appels des étudiants, ceux qui sont inquiets, qui sont entrés en dépression, donc de les assister au moins psychiquement, de faire un suivi. Nos étudiants de la Polytechnique de Bucarest, donc, ils nous ont beaucoup aidés pour la mise en place de nos plateformes d'échange, de faciliter la communication entre les étudiants. Je salue également le bureau de notre association parce qu'on a pris, je le dis, ce n'était pas facile, mais on a pris le risque d'utiliser tous les fonds de nos associations pour aider financièrement les étudiants, surtout qu'ils étaient au travail et qui ont arrêté leur boulot à cause de la pandémie. Du coup, on a pris le risque d'utiliser tous nos fonds sans hésiter. On a dit, voilà, on est une association étudiante. C'est aujourd'hui notre rôle de soutenir nos étudiants, d'être à leur côté. Heureusement aussi, la pandémie nous a montré une très forte solidarité entre les associations en elles-mêmes. En Roumanie, on ne peut pas le nier, grâce à l'association aussi des étudiants de médecine à Iași, à Cluj, à Timișoara, l'Union des Français à l'étranger qui nous ont aidés avec des masques de protection pour nos étudiants, qui étaient eux-mêmes des volontaires dans les hôpitaux ici en Roumanie. Donc, la pandémie, au début, c'était très difficile, ça fait peur, je le dis, mais elle a permis de créer une sorte de solidarité et de fraternité entre les étudiants et surtout aussi entre les associations étudiantes. Surtout, même au niveau de l'organisation des vols de rapatriement, grâce également au soutien des ambassades des pays francophones ici, tels que la Tunisie, la France, le Maroc, et la Suisse, plusieurs d'autres ambassades qui nous ont permis d'organiser des vols de rapatriement, surtout à la fermeture des aéroports. C'était des missions très compliquées. J'espère que nous étions à la hauteur, que nous avons répondu aux besoins de nos étudiants et aux institutions également. Merci. Merci beaucoup, Wael, pour ce témoignage. Et
optimisme en quelque sorte, voilà, de voir que malgré tout ça, la jeunesse a réussi à s'organiser et à rester solidaire et que même si je ne le nie pas, très compliqué pour beaucoup de jeunes, on voit aussi que les jeunes sont moteurs de changement et qui mettent en œuvre des solutions pour répondre à la crise. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment une capacité d'adaptation des organisations aux contraintes sanitaires pour tenter de maintenir des activités. Et peut-être que les volontaires de l'atelier de mobilité Hello Lagrange vont pouvoir nous dire quelques mots sur les activités qu'ils ont pu mettre en place pour maintenir les activités de l'atelier. Alors, par rapport aux ateliers, aux activités, c'est… Pardon, ouais, je demandais aux volontaires de l'atelier mobilité Léo Lagrange de dire quelques mots. Bonjour, peut-être puis-je commencer par retracer l'historique, les volontaires présentes aujourd'hui n'étant pas là au début. Donc, merci pour l'invitation. Je suis Kevin, coordinateur de projet jeunes au sein de la structure, l'atelier mobilité faisant partie de la fédération Léo Lagrange. Donc, notre mission en tant que structure étant d'accompagner les initiatives citoyennes jeunes à l'échelle locale et à l'échelle internationale, notamment en utilisant des projets de mobilité internationale comme levier, mais aussi en proposant des espaces de bénévolat et la création de tiers-lieux à l'échelle locale pour que les jeunes puissent se rencontrer et co-construire ensemble des initiatives citoyennes. On a un beau noyau dur de bénévoles qui s'est construit et qui s'est mobilisé en amont du premier confinement. Et le premier confinement est tombé très soudainement. Et on a vraiment été étonnés et impressionnés par la mobilisation qui est vraiment restée constante à travers le digital pendant les premiers mois. Donc les jeunes, malgré le fait que les plans ont complètement changé, ont continué de se mobiliser en proposant notamment des accompagnements scolaires, des soutiens envers les autres, des formations pour les personnes qui seraient intéressées d'y participer. Et le premier confinement n'a pas représenté de baisse en soi dans les activités et a même été un vrai facteur de motivation, d'innovation dans le sens où plein de nouveaux outils ont été découverts et ont pu être capitalisés pour des futures pratiques, ce qui nous permet aussi de voir l'avenir sous un angle plus radieux, peu importe les nouvelles situations. Or, les beaux jours arrivant et le premier confinement se terminant, cette mobilisation s'est doucement atténuée, pour ne pas dire arrêtée. Et on a rencontré pendant la période d'été et le second confinement, qui n'est pas si loin que ça, une vraie baisse de mobilisation, ce qui nous a quand même amené en tant qu'équipe à nous poser des questions sur nos pratiques. On s'est rendu compte que ce qui est complètement normal, hein, les personnes en ont certainement marre du digital, besoin de relations sociales et besoin de se rencontrer davantage. Donc, on s'est lancé dans une mission de recherche pour essayer d'identifier quels pouvaient être les outils qui permettraient de répondre aux besoins que peuvent avoir les personnes en présentiel. Donc, on a établi une grande liste d'outils et fait pas mal de recherches pour trouver des façons innovantes de faire du digital. Par exemple, c'est vrai que Zoom est un outil excellent pour sa qualité et sa stabilité, mais ne permet pas d'avoir des conversations de couloir, ne permet pas d'avoir ces temps qui nous sont si chers dans notre vie quotidienne et en présentiel. Et il existe aujourd'hui des outils qui permettent de faire ça. Et on est maintenant paré à n'importe quelle prochaine vague de confinement et on se prépare. En fait, on a même intégré le digital et ces nouvelles pratiques dans nos pratiques futures et quotidiennes et comme quelque chose qui vient en complément des activités qu'on proposait avant et ne sera plus simplement une méthode pansement, mais quelque chose qui pourra nous servir pour plus tard. Et là, sont donc arrivés Xenia et Maëlle qui pourront vous raconter ce qui se passe actuellement avec plus de détails et peut-être plus de réalisme, si vous le souhaitez. Je vais rajouter, merci Kevin. Je suis stagiaire à l'atelier mobilité. Je fais un stage en lien avec mes études, master direction des projets ou établissements culturels.
Et donc, je suis étudiante, c'était dur pendant ce confinement. Je suis très heureuse d'être dans ce atelier et d'organiser les choses ensemble avec les jeunes. Et nous organisons un festival en ligne sur la plateforme qui s'appelle GatherTown. Et c'est un mélange entre un Zoom et un jeu vidéo. Et donc, nous voudrions donner un espace aux étudiants, à jeunesse de proposer leurs ateliers et les accompagner dans la mise en place de ces ateliers. On va le faire à la fin de mars, le mois de mars. Donc, on a lancé un appel à bénévoles. Donc, c'est une des premières actions. Et aussi, peut-être, ça commence à faire beau. Et nous voudrions peut-être organiser un jeu d'évasion. Pour que les gens puissent sortir dehors, mais en même moment, peut-être faire jouer dans des petits groupes, donc en respectant des conditions sanitaires. Donc, c'est ça nos actions. Et je ne sais pas si Maëlle, tu as quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, Kevin et Kentia, pour ce témoignage. C'est vrai que, comme vous le disiez, Kevin, il y a une dimension peut-être assez frustrante du numérique et de devoir aujourd'hui faire beaucoup de choses, notamment sur Zoom, comme aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi, comme vous le disiez tous les deux, un moyen d'innover, de créer de nouvelles choses. Et voilà, il ne faut pas se laisser abattre. Et les beaux jours où on pourra tous se retrouver reviendront. On espère bientôt. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a aussi des opportunités du numérique, notamment pour favoriser les échanges et développer de nouveaux projets, en particulier sur une échelle européenne ou internationale. Et là, je voulais peut-être laisser la parole à Sorana, avec qui j'ai eu une discussion très intéressante il y a quelques jours. Et peut-être, Sorana, tu peux expliquer un peu de quelle façon tu es engagée en Roumanie tout en étant en études à l'étranger. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, je m'appelle Sorana et je suis étudiante roumaine en France. Je fais des études politiques à Sciences Po Paris, campus de Dijon. Et ce que m'a fait étudier des sciences politiques, c'était en fait les problèmes que je voyais en Roumanie. Et quand j'étais en France, je voulais m'impliquer dans la société roumaine. Mais physiquement, c'était impossible pour moi. Ainsi, la pandémie est devenue une opportunité pour moi de finalement faire ça. J'ai aussi passé le confinement en France, tout en travaillant avec l'association Forum Apulum de Roumanie. Ainsi, au début du confinement, ils m'ont contacté et on a commencé à travailler sur une revue, une magazine pour les jeunes qui s'appelle Gen. Ça pourrait se traduire en français comme genre. Ce genre de échange, je ne crois pas que quelqu'un aurait pensé à ça avant le confinement et avant la pandémie. Et pour moi, c'était vraiment une révélation. Parce qu'il y a plein des étudiants comme moi qui partent à l'étranger pour faire leurs études. Et en spécial en Roumanie, plein de gens considèrent ça un problème parce qu'il y a plein des étudiants qui pourraient s'impliquer dans la société roumaine. Il y a cette crainte qu'ils ne veulent jamais rentrer en Roumanie pour faire des projets en Roumanie. Et ainsi, par le moyen d'Internet qui était entre nous pour longtemps déjà, on peut créer cet échange, cette liaison entre les jeunes Roumains qui décident d'étudier à l'étranger et la Roumanie, les projets en Roumanie, les problèmes en Roumanie. Aussi, pour moi, c'était vraiment une opportunité et c'était vraiment motivant de voir qu'on peut
qu'on a pu créer une vraie communauté avec des gens de tous les coins de la Roumanie et même de l'étranger pour travailler sur ces projets. Et je ne crois pas que physiquement, on aurait pu créer une communauté tellement diverse. Bien sûr, ça me manque, le contact humain, les projets avec les gens que je peux voir, avec qui je suis en contact physique. Mais ce projet m'a aussi servi, ça m'a motivé en fait de voir cette communauté autour de moi, même si j'étais à 2000 km de distance de la Roumanie. Merci beaucoup, Sorana. C'est vrai que du coup, ça apporte un peu une autre vision des activités en numérique et voilà, ça permet de montrer que tout ça permet également de mettre en place des projets qui potentiellement ne se seraient jamais mis en place autrement et de créer des ponts entre les jeunes de différents pays. Et à ce sujet-là, je pense qu'on pourrait maintenant entendre le témoignage de Romain. Donc Romain, si tu veux nous expliquer un peu ce que tu fais et voilà, je te laisse la parole. Bonjour Zoya, bonjour à toutes et à tous. Merci Capucine pour l'invitation. Merci aussi à l'ambassade de France et à l'Institut français. Je suis ravi de pouvoir expliquer un petit peu ce que j'ai vécu ces derniers mois, même presque cette dernière année au final. Ça passe vite malheureusement ou heureusement, je ne sais plus. C'est l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu la structure que je représente. Je suis le cofondateur de la plateforme Eurocréative, qui est une plateforme un petit peu spéciale, je dirais même peut-être innovante dans le paysage français. Eurocréative est un think tank qu'on traduit très franchement plateforme de réflexion et qui est en fait le premier think tank qui a pour but de mettre en relation la France et les pays d'Europe centrale et orientale, une région bien évidemment qu'on a l'habitude de mal connaître, de méconnaître en France. Et donc, c'est le but général, c'est vraiment de renforcer les relations entre la France et ces pays-là. Et pour cela, en fait, on a une expérience un peu particulière puisqu'on s'est plus ou moins créé pendant la Covid, pendant la crise sanitaire. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une adaptation qu'on a dû mettre en place, mais plutôt un démarrage via des activités online, via des activités, on va dire, engageantes. Voilà, donc je vais peut-être vous présenter un petit peu ce qu'on fait très généralement, bien évidemment, mais qui va permettre aussi de montrer les différentes activités qu'on a mis en place afin de s'adapter à ce nouveau contexte. Donc, d'un côté, en fait, Eurocréative, le premier pilier, si je puis dire, de cette organisation, c'est vraiment d'insuffler un rehaussement de l'intérêt, un rehaussement de la connaissance à propos de l'Europe centrale et orientale et de ces différents pays en France. Et donc, à travers ça, on a plusieurs activités. On produit des articles, on produit des vidéos, on produit des podcasts. On fait un petit peu de tout sur tous les types de plateformes pour essayer de toucher un public aussi important que possible. On se destine à la fois aux étudiants, à la société civile, aussi aux élites politiques, puisque cette méconnaissance de la région concerne un petit peu tout le monde, malheureusement. C'est très général en France. Et donc, on a essayé aussi, bien sûr, de développer des activités en ligne. On a recruté des contributrices, des contributeurs aux quatre coins de l'Europe. Je peux, par exemple, mentionner le Bélarus, la Roumanie, bien évidemment, la Bosnie. Bref, je ne vais pas faire le tour du sujet, mais on a beaucoup de gens. Et donc, on a essayé aussi de créer du dynamisme dans cette communauté naissante. Et donc, en plus des contributions, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle des débats créatifs, dont on aura la 3e édition demain, qui sont des débats avec lesquels on interagit avec des parties prenantes, diverses et variées, des politiciens, des académiques, etc., sur des sujets précis. Alors, demain, on parlera, par exemple, de l'évolution du groupe de Visegrad, avec l'ancien ambassadeur de France en Pologne, ancien directeur aussi de l'Institut français. Et donc, le but, c'est de mettre en commun nos différentes contributrices et nos différents contributeurs afin d'avoir leur vécu, leur impression. Et c'est vrai que parler du groupe de Visegrad avec des personnes issues des Balkans ou d'Ukraine ou de France, c'est assez intéressant parce qu'il y a des perspectives différentes qui permettent de faire émerger des vrais débats. Donc voilà, on utilise Zoom pour parler, on utilise aussi des plateformes comme Miro, qui sont c'est un espèce de bac à sable où on peut remplacer très efficacement en fait des workshops, des ateliers de travail plutôt,
en ligne. Donc ça, c'est une des activités, par exemple, qu'on peut montrer. On a fait aussi, bien évidemment, une multitude de webinaires. On essaye de vraiment être actif sur ces réseaux-là. Et c'est vrai que c'est, par exemple, nous, notre premier événement physique qu'on avait créé, c'était fait vraiment 4 jours avant le premier confinement à Paris. Donc, on avait testé ça, on avait eu une 50aine de personnes, c'était sympa, mais c'était des étudiants voilà, à Sciences Po, parce que c'était à Sciences Po qu'on l'avait fait. Mais avec les formats en ligne, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des étudiants des 4 coins de l'Europe, on a des participants des 4 coins de l'Europe, et ça permet d'avoir beaucoup plus de monde en fait, touché, même si le format est un peu moins dynamique, certes, notamment au niveau des questions, etc. Mais bon, ça, vous le savez. Le deuxième pilier d'Eurocréative, très rapidement, c'est plus un rôle de think tank, et pas forcément un rôle de think tank d'inspiration française. Les think tanks français sont très académiques, je dirais. Mais nous, on essaie d'avoir un think tank qui en fait a vocation à être une plateforme de mise en relation, une plateforme de dialogue, véritablement. Et donc ça, on le fait à travers différentes activités. Et je voulais juste en mentionner une, puisque je ne vais pas prendre trop la parole, mais en tout cas, c'est un groupe franco-roumain de la jeunesse qui s'appelle le groupe Titulescu, en l'honneur donc de ce célèbre député ministre des Affaires étrangères, diplomate roumain de l'entre-deux-guerres, francophone, francophile. Et donc, le but, c'est de rassembler, on a une vingtaine de participants, dont Sorana, que je salue, que je remercie de sa participation. On a une vingtaine de participants, en fait, qui ont pour but de dialoguer à propos de la relation franco-roumaine, vraiment de structurer un réseau de réflexion par rapport aux perspectives bilatérales dans un contexte plus large, qui est le contexte, évidemment, européen. Et donc, ça, c'est une de nos activités principales, mais on en a d'autres. On travaille notamment sur un dialogue quadrilatéral avec les pays baltes, on travaille sur des forums bilatéraux avec les Balkans, etc., etc. Et je pourrais vous en raconter plus peut-être plus tard. Moi, je voulais conclure peut-être par un tout petit point personnel. Je pense que Eurocréative a largement profité de ce contexte sanitaire délocalisé ou en ligne. Bien évidemment, je ne vais pas cracher dans la soupe. Zoom a été d'un bénéfice extrême pour notre développement. Aussi modeste soit-il, mais tout de même. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que ça va continuer, ces formats-là vont continuer parce que c'est pratique, parce que ça engage du monde, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Kevin parlait des discussions de couloir. Je pense que c'est l'un des problèmes principaux. C'est quand on parle ensemble, on ne parle pas assez profondément, j'imagine, sur les Zooms. Et il faut, de toute façon, même si les mouvements en ligne vont perdurer, notamment pour des aspects financiers, pratiques, organisationnels, logistiques, je pense qu'on doit toujours et on va devoir redévelopper aussi des événements en présentiel qui seront moins nombreux que les événements en ligne, mais qui doivent pouvoir compléter, en fait. Et je pense que c'est vraiment le défi à avoir. Essayer de mélanger les deux formats pour avoir les bénéfices les plus importants possibles sur les rassemblements. En gros, le mode en ligne peut dynamiser de façon très efficiente, je pense, les futurs, et je l'espère proches, dialogues qu'on pourra avoir en physique, en présentiel. Merci. Merci beaucoup à toi, Romain, pour ce témoignage plutôt optimiste. Et puis, oui, on espère tous, je pense, pouvoir un jour refaire des choses en présentiel, tout en gardant, comme tu disais, ce mode en ligne qui nous permet quand même d'échanger entre jeunes des 4 coins de l'Europe. Et on a également parmi nous, du coup, quelques chanceux et chanceuses qui, malgré le contexte pandémique, ont pu faire le déplacement à l'autre bout de l'Europe. Donc, on a parmi nous des volontaires, des jeunes engagés en service civique en Roumanie et en France. Et donc, peut-être, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Nathan et Nazia, qui sont tous les deux engagés pour Emmaüs et qui sont donc volontaires en service civique en Roumanie. Peut-être si vous pouviez nous décrire un peu les raisons de votre engagement, ce qui vous a motivé à partir en Roumanie et puis les missions que vous êtes amenés à faire ici en Roumanie. Alors bonjour, moi je m'appelle Nathan, je travaille au Emmaüs de Satu Mare, qui est une localité qui se situe à l'ouest de la Roumanie, pas très loin de la frontière avec la Hongrie. Faut comprendre que le principe d'Emmaüs, c'est de faciliter, en tout cas celui de Satu Mare, ce serait de faciliter l'intégration de jeunes potentiellement en difficulté, en leur offrant cette structure qui leur offre à la fois du coup un travail, mais aussi un certain nombre de solutions pour les aider pour les problèmes qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie et surtout pour pouvoir leur permettre de se développer. Au-delà de ça, la particularité d'Emmaüs, je dirais, par rapport à d'autres associations, c'est que c'est une association qui se finance en grande partie d'elle-même par un modèle économique, puisque c'est aussi un magasin en fait qui va vendre donc des biens on va dire de seconde main.
ce qui se fait beaucoup donc, en Roumanie et qui va permettre en fait de récolter un certain nombre de dons de biens et qui va potentiellement les retaper et pouvoir les revendre en seconde main. Et du coup, le modèle économique permet de se financer par rapport à ça et donc de financer aussi les activités pédagogiques avec les jeunes. Alors, au-delà du fait que, bon, certes, la pandémie, nous, en tant que volontaires, enfin, en tout cas, moi, la pandémie nous a touchés. Je pense qu'elle nous a moins touchés que pour d'autres professions, puisqu'on fait partie quand même de ceux qui ont pu être au contact de gens au quotidien, pouvoir aller travailler. Ça a été, je pense, plus simple pour nous que pour d'autres catégories de professions. Mais au-delà de ça, c'est évident que ça a quand même impacté notre manière de travailler, puisqu'il faut comprendre que si vous essayez d'organiser des activités sociales, c'est difficile dans un contexte où vous devez conserver des distanciations sociales. Et c'est là qu'en fait, on se heurte du coup à certaines limites. C'est-à-dire que finalement, il y a un certain nombre d'activités qu'on est obligé de ne pas pouvoir forcément organiser ou pas de la manière dont on le voudrait, justement à cause du contexte sanitaire. Et moi, je voudrais aborder aussi un deuxième point qui, je trouve, n'a pas été trop abordé jusqu'ici, c'est que, et nous, à Emmaüs, je pense qu'on le vit peut-être d'une manière un peu plus forte, c'est-à-dire que, certes, il y a le contexte sanitaire, mais il y a aussi le contexte économique, c'est-à-dire que la crise sanitaire qui provoque une crise économique engendre potentiellement une baisse de revenus pour les associations, et du coup, on se retrouve dans une situation qui est vraiment particulière, parce qu'à la fois, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez plus de personnes potentiellement qui vont avoir besoin d'aide et vous vous retrouvez, vous, en même temps, avec moins de moyens pour subvenir à ces nouveaux besoins. Et je pense qu'en fait, justement, il ne faudrait pas forcément détourner le débat, puisque, bien sûr, c'est important de trouver c'est important de trouver des solutions pour s'adapter dans les contextes sanitaires, mais il y a un vrai problème de pauvreté et de manque de soutien des associations qui se retrouvent avec une quantité de travail accrue qui se pose déjà et qui risque de se poser encore plus dans les mois et les années à venir. Et cela même à supposer que la pandémie, qu'il y a un retour à la normale qui s'engage à moyen terme, ce dont on peut douter. Donc, certes, effectivement, trouver des solutions pour s'adapter en temps de pandémie avec des règles sanitaires particulières, ça fait partie de la solution. Mais je pense qu'effectivement, ce qui va être décisif à moyen terme, c'est surtout quelle solution économique pour subventionner ces nouveaux besoins associatifs pour le réseau associatif, que ce soit en Roumanie ou même dans tous les autres pays d'Europe, vont s'imposer pour qu'on puisse faire face à la nouvelle vague de pauvreté qui va arriver. Oui, effectivement, c'est un très bon point que tu viens de soulever, Nathan, cette précarisation grandissante dans toutes les sociétés, et notamment en Europe. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver des solutions aussi. Je sais pas, tu disais qu'il y avait une boutique Emmaüs, donc c'est quand même un modèle qui s'autofinance d'un certain point de vue, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça fonctionne comme une boutique. Donc, si vous avez les magasins, d'une manière générale, qui sont impactés du coup, par la crise sanitaire, de la même manière, vous avez la quantité de revenus que vous tirez des revenus commerciaux qui, eux, vont diminuer. Donc, pour le modèle économique d'Emmaüs, c'est encore plus voyant, puisque du coup, l'argent vient en grande partie de ce moyen-là. Mais c'est vrai que même au-delà de ça, même si vous êtes subventionné par l'État ou par des dons, on se retrouve quand même dans une situation où il y a une augmentation de la précarité et donc plus de travail, plus de demandes à satisfaire pour potentiellement du coup des moyens qui sont plus réduits. Et une situation qui est plus difficile en plus compte tenu de la crise sanitaire. Et Nadia, est-ce que du coup tu retrouves les mêmes problématiques, j'imagine, à Yash Oui, plutôt. À Yash, c'est à peu près la même chose. On fonctionne grâce à un magasin de seconde main, donc, qui est la principale source de financement. Et aussi, on a des missions, notamment l'hiver, qui sont des maraudes pour aider les sans-abri, distribution de vêtements, distribution de nourriture. Et c'est vrai qu'au début, en octobre, par exemple, je devais organiser une maraude avec Emmaüs. Mais le problème, c'est qu'avec les restrictions sanitaires, forcément, si on va proposer de la nourriture, des vêtements
à des personnes, ça crée des rassemblements. Et à ce moment-là, comment on gère les rassemblements avec les contraintes liées à la crise sanitaire? Donc ça a été beaucoup de problèmes comme ça. Mais aujourd'hui, c'est bon, on a pu reprendre les maraudes normalement, toujours en respectant donc, les règles sanitaires. Et du coup, ça a impacté notre travail, mais on a su trouver des solutions. Et de toute façon, c'est dans ces moments de crise où la présence des associations, la présence des mouvements solidaires comme le nôtre, c'est le moment où c'est le plus important. Et donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour votre témoignage et votre action en Roumanie. Et c'est vrai que, voilà, comme vous le disiez, les besoins des associations sont d'autant plus importants en temps de crise comme celui qu'on connaît. Et voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est important justement que des jeunes s'engagent aussi pour apporter leur pierre à l'édifice. Et maintenant, peut-être pour passer à un autre sujet, donc peut-être donner la parole à Joséphine, qui est également volontaire en Roumanie, mais dans un tout autre contexte, puisque tu tournes davantage autour des secteurs culturels et éducatifs. Donc peut-être que tu peux également nous expliquer un petit peu voilà, quelles sont tes missions ici en Roumanie et pourquoi avoir choisi de t'engager en service civique à Sibiu. Merci. Donc déjà, bonjour à tous et merci de l'invitation, ça me fait très plaisir. Donc moi, je suis volontaire en service civique au sein de Solidarité 35 Roumanie, qui est une association qui est basée à Rennes, dont Catherine Cinquin, qui est là, est la présidente. Et donc le but, l'organisation générale de cette association, c'est un partenariat entre des communes d'Ille-et-Vilaine, donc en Bretagne, et des communes qui sont dans le Județ de Sibiu, où je suis actuellement. Donc, moi, au début, j'ai décidé de m'engager en service civique parce que je voulais avoir une vraie expérience de volontariat dans une association, expérimenter vraiment comment c'est organisé, comment on gère au final de l'intérieur une association et pas que intervenir de manière extérieure. Et en plus, à l'international, parce que de base, mes études, c'était dans le but d'aller vers un master de management dans les associations, donc de projets à l'international. Donc, pour moi, c'était vraiment le but de faire une expérience réelle au contact d'une association et qui est un peu axée dans mes études et qui sera un vrai atout sur mon CV plus tard, de dire, voilà, j'ai fait un service civique, j'ai mené des vraies missions et donc c'est valorisant. Après, pour ce qui est de mes missions ici, du coup, moi, je suis arrivée à Sibiu fin octobre. J'ai fait environ un mois de formation au début, donc à Rennes. Et donc, en arrivant, forcément, donc quelques semaines après mon arrivée, on a été confinés ici à Sibiu, localement. Donc, les missions se sont adaptées très vite. C'est-à-dire que l'association s'est surtout orientée sur du culturel, du coup, comme disait Capucine, sur du culturel. Et moi, normalement, les missions du volontaire, c'est aller dans les lycées pour parler de la francophonie, essayer d'étendre la culture française et d'avoir un partage entre la culture roumaine et la culture française des deux côtés. Donc, essayer de créer des partenariats entre ces communes françaises et roumaines. Donc, vu que les lycées ont été fermés tout de suite, on a dû trouver des solutions parce que le volontaire ne pouvant pas aller dans les lycées. Donc, moi, j'ai organisé des sessions donc, avec Google Meet pour les volontaires qui étaient dans les lycées et qui étaient en train d'apprendre le français, de pouvoir avoir un échange en français avec donc, une native. Et donc, c'était pour les volontaires et donc les lycéens qui voulaient se connecter et avoir un échange en français. Donc, mes missions se sont plutôt bien adaptées au final. Donc, j'ai une intervention environ par jour avec des niveaux qui vont de A2 à B2. Donc, ça, c'est pour le côté lycée, intervention autour de la francophonie. Et pour le reste de mes missions, donc, par exemple, il y a une année de la randonnée organisée ici à Sibiu
pour 2021-2022. Et donc, le but, c'est d'aller rencontrer les maires, les associations dans les communes. Donc, forcément, avec la situation sanitaire actuelle, les déplacements, les rencontres et les échanges, c'est très limité. Et donc, avec les maires, surtout des petites communes, l'option par ordinateur, par Zoom, c'est toujours très compliqué. Donc, il faut encore se rendre sur place. Mais évidemment, les mairies, aujourd'hui, elles ont d'autres problèmes plus importants à gérer, comme la gestion de la crise sanitaire, plutôt que recevoir une association un peu plus culturelle, donc avec une importance un peu plus diminuée face à la crise sanitaire, forcément. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais au final, l'association s'est quand même adaptée. Après, ça reste forcément beaucoup plus compliqué de toucher le public. Et moi, je le vois très bien que les jeunes... Donc moi, je suis au contact des lycéens, un contact direct toutes les semaines. Et je vois très bien que les jeunes, ils en ont quand même un peu marre de cette situation et que le taux de connexion, il varie quand même si c'est des volontaires à la base. Sur des groupes d'environ une quinzaine de personnes, il va y avoir un taux de connexion variable parce que justement, le contact social, il n'y aura rien qui peut remplacer complètement ça. Et donc, je vois que les personnes en ont un peu marre globalement. mais bon, il faut rester positif parce que la situation s'améliore petit à petit. Donc, il y a une semaine, je crois, environ, il y a les écoles primaires et les collèges qui ont repris, presque tous en présentiel. Et je sais qu'il y a certaines classes de terminale, donc pour privilégier ceux qui vont passer le bac, qui ont repris en présentiel. Donc, la situation s'améliore petit à petit avec des petits avancements. Donc, voilà. Merci beaucoup, Joséphine. On espère que d'ici la fin de ta mission en Roumanie, tu auras l'occasion d'aller davantage à la rencontre des jeunes et voilà, de quitter un petit peu Zoom et les cours à distance. J'espère aussi. Peut-être en profiter puisque Madame Cinquin est là, donc la présidente de l'association qui t'a envoyé en quelque sorte ici en Roumanie, Joséphine. Madame, du coup, je voulais vous demander, je sais que votre association a pour habitude de régulièrement recruter des volontaires et peut-être savoir en fait, voilà, du point de vue de l'organisation, ce que ça vous apporte d'avoir recours à de jeunes volontaires pour développer vos activités. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous sommes, je crois, au 9e, Joséphine est la 9e service civique volontaire qu'on envoie à Sibiu. Donc, on a commencé en 2012 sur essentiellement ce volet culturel et sur la francophonie et le dynamisme et la dynamisation du réseau des collectivités donc, qui sont en lien entre, pardon, Ille-et-Vilaine et le Județ de Sibiu. Donc, cette année, nous avons eu la chance donc, de recruter Joséphine et comme elle vous l'a expliqué, nous je pense qu'on a perdu Madame Cinquin. Bon, vous m'entendez bien Oui, très bien. Donc c'est vraiment elle qu'on a perdue. Bon. D'accord. Eh ben, à ce moment-là, je vais peut-être laisser la parole aux volontaires roumaines qui se trouvent à Dijon. Et peut-être que vous pouvez du coup nous expliquer toutes les deux, Elena et Isabella, vos missions à la mairie de Dijon et voilà, ce pourquoi vous avez été recrutés en tant que volontaire en France. Bonjour à tous et à toutes et merci pour ton invitation, Capucine. Je m'appelle Isabella Cosman et je suis aujourd'hui avec Elena Buhalo. Bonjour. Ma collègue. On travaille plus exactement à la mairie de Dijon et à Dijon Métropole dans le cadre du festival de transition écologique et énergétique de cette année. Nos missions concernent l'écologie et il faut sensibiliser et mobiliser les citoyens dijonnais pour qu'ils connaissent ce que c'est le dérèglement climatique, plus exactement,
et deviennent plus conscients de cela. Donc, on anime des ateliers de ce qu'on appelle la fresque du climat, mais avec la crise sanitaire actuelle, c'est compliqué de faire des réunions en présentiel, donc tout est fait en visio et c'est quand même difficile de sensibiliser les gens quand tu as un écran entre toi et les gens que tu veux sensibiliser. Mais il faut s'adapter. Donc voilà, on espère que toute cette situation va prendre une fin, mais on ne sait pas. D'accord, merci. Et juste pour information, vous êtes en service civique, c'est bien ça? Oui. Oui, mais principalement au service écologie urbaine à Dijon Métropole. C'est le projet Response qui travaille sur ces thématiques de la transition énergétique. Mais on a aussi des missions à la mairie de Dijon qu'on fait pour découvrir la ville et promouvoir ses attractions et les services civiques. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous pensez que cette expérience va vous apporter pour le futur, à votre retour ensuite en Roumanie? Donc, c'est le point de vue d'un, je ne sais pas, d'un pays étranger. Donc, on vit dans un pays étranger, on connaît la culture, une langue. Donc, c'est ça. Et on acquérit de nouvelles connaissances dans un autre domaine parce que notre domaine, ce sont les lettres, la littérature. Je suis, par exemple, personnellement, je suis étudiante en deuxième année à la faculté des lettres à Cluj. Et je n'avais pas aucun contact avec l'écologie et les sujets comme ça. Et je suis ravie de participer dans un projet aussi fascinant. Et je pense qu'on va rentrer en Roumanie, on va avoir beaucoup d'informations pour partager avec nos collaborateurs de ces projets et ce qu'on peut faire pour cohabiter et avoir une relation plus meilleure avec la nature et les citoyens et tout ça. D'accord, merci beaucoup et merci à tous nos volontaires d'avoir apporté leur témoignage. Je viens de voir que Madame Cinquin avait réussi à se reconnecter. Je suis désolée, il y a eu un problème dans la connexion. Tout fonctionnait bien jusqu'à présent. Juste au moment où je prends la parole, je suis vraiment confuse pour cette interruption. Je peux reprendre? Aucun souci. Oui, bien sûr. Du coup, reprenez sur voilà, les avantages du coup, les apports du volontaire pour une organisation. D'accord. L'avantage, il est évident, la présence, même si donc à Sibiu, nous avons une association jumelle qui s'appelle la PIVS, l'association des Prietini Livelen Sibiu. Le fait qu'il y ait des services civiques depuis 2012 font qu'il y a une facilité de communication et entre nous et avec les partenaires sur place. Je pense que aussi pour les jeunes, donc Joséphine a dit tout ce que ça pouvait lui apporter aussi, mais au fil du temps, on a bien vu aussi tout ce que dans leur parcours personnel, ils pouvaient dégager. En partie, certains, par exemple, je vais citer, le premier qu'on a envoyé donc en 2012 et toujours en Roumanie, a créé un festival de BD à Sibiu qui a pris une importance assez marqué et qui même est devenu international. Maintenant, je crois qu'il est lecteur à Cluj. D'autres sont partis dans d'autres pays, mais ont conforté en fait leur vocation à l'international, en fin de compte. Donc, c'est pour nous un apport du fait aussi de tout leur parcours personnel qui peut être mis en jeu dans ce qu'ils veulent développer, en leur
leur laissant la possibilité de créer ce qu'ils veulent. Joséphine vous a dit tout ce qu'elle avait pu initier pour justement adapter les outils à ces interventions maintenant, mais aussi elle a des projets sur la semaine de la francophonie. Enfin, la dernière fois qu'on a communiqué ensemble, elle nous en a fait part. Et l'idée pour nous, association, c'est d'accompagner ces jeunes, mais aussi de leur laisser une grande part d'initiative pour développer leurs projets tels qu'ils ont envie. Donc, il y a des grandes lignes, mais chaque jeune peut s'adapter dans la mesure de ce qu'on peut accepter aussi, hein, bien entendu. Donc, voilà, dans l'échange que j'avais eu avec Capucine au téléphone, donc j'avais aussi souligné le fait qu'on voudrait, et on a déjà accueilli des volontaires, des services civiques volontaires roumains, donc à 2 reprises, mais on a beaucoup plus de difficultés à trouver de ces volontaires. En général, les 2 qui sont venus en France, c'était des volontaires qui connaissaient déjà nos structures, hein, aussi bien à Sibiu qu'à Rennes. Dans les derniers recrutements, donc, pour cette année, 2020-2021, on a fait une diffusion très large pourtant, hein, à travers tous les canaux qu'on a pu activer. À part une jeune qui était à Sibiu, on n'a pas eu d'autres volontaires. Alors, on essaie de trouver de l'attrait à ce qui se passe à Rennes, et puis pour qu'il y ait des jeunes en service civique, hein, à venir en France. Enfin, oui, je voulais citer aussi Alexandrou, qui a participé aux ateliers hier, donc qui était un de ces services civiques roumains venus en France il y a 2 ans, je crois, en 2019. Voilà. Je pense que justement ces échanges-là et les expériences qui ont été citées permettront peut-être justement d'inciter des jeunes Roumains à venir faire ces services civiques en France et en Bretagne en particulier. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre, pour ces quelques mots. Désolée encore. Non, aucun problème, vous êtes revenu, c'est le principal. Peut-être du coup, je voulais en profiter puisqu'on a la chance d'avoir des jeunes Roumains parmi nous, pour vous demander si vous connaissez ce dispositif du service civique, qui est en fait un dispositif français qui permet à des jeunes de s'engager plus sur une mission d'une certaine durée, et qui reçoivent en contrepartie une petite rémunération financière. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, Elena et Isabella, je crois que vous êtes à Dijon grâce à ce dispositif, si je ne me trompe pas. Oui, on est un service civique. Oui. Et est-ce que c'est comment vous avez eu connaissance justement de ce dispositif? Je ne connais pas le dispositif. J'ai vu sur le site de l'Institut français que c'était un programme de volontariat en France, mais c'est juste quand je suis arrivée en France que c'est ma tutrice qui m'a parlé sur ce que c'est le service civique. Je pensais que je serais volontaire, mais je ne savais pas le nom du service de ce dispositif. Oui, c'est la même chose pour moi. D'accord, oui, donc je pense qu'il y a quand même une méconnaissance de ce dispositif en dehors de la France. Et je vais laisser la parole à Kevin Legat, qui aura peut-être quelques mots à nous dire là-dessus. Oui, la ville de Dijon accueille des services civiques depuis de nombreuses années. Nous, on est partenaires depuis longtemps, notamment sur l'accompagnement et la proposition de préparation au départ et de formation auprès des jeunes qui sont accueillis ou qui vont partir en Roumanie. Le service civique est pour la ville de Dijon et le service de mobilité jeunesse un vrai outil d'engagement pour les jeunes, mais aussi de renforcement des partenariats internationaux. La ville de Cluj en Roumanie étant jumelée avec la ville de Dijon, ça leur permet de mener des échanges réguliers et de pouvoir
permettre à chacune de ces villes de faire connaître, enfin des jeunes de chaque ville de venir faire connaître leur culture, de devenir elles-mêmes ambassadeurs RIS, comme ils le disent, de leur pays au sein de la ville. Et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc la ville de Dijon essaye prioritairement enfin je parle pour Anne, je pense qu'elle m'en voudra pas, hein, mais de prioriser généralement des jeunes qui vont venir de Cluj pour l'accueil et envoie donc aussi également 2 à 3 jeunes chaque année dans la ville de Cluj. Et avec un mois avant chaque départ où ces jeunes, donc français, françaises et roumains, roumaines, vont rester ensemble en France et se préparer au départ, pouvoir apprendre à se connaître, de sorte à ce qu'ils puissent aussi faire groupe, faire équipe avant de partir dans leur mission respective. Je ne sais pas si ça vous a apporté des précisions. Après, il existe une diversité de missions. Je vous explique la réalité de celle de la ville de Dijon. Oui, merci beaucoup, Kevin. Et peut-être justement, puisque c'est le rôle, le but de l'atelier Mobilité Léo Lagrange, que d'accompagner les jeunes qui ont des projets de mobilité, peut-être en quelques mots, vous pourriez nous présenter les différentes solutions, on va dire, qui existent pour les jeunes qui souhaitent partir en mission à l'étranger. Bien sûr. Alors, j'espère que mes informations ne seront pas obsolètes car il y a des changements de programme actuellement avec Erasmus+, programme avec lequel on travaille énormément, et le Corps européen de solidarité aussi. Je vais essayer de faire court parce que j'ai tendance à ne pas être très bon en pitching, donc n'hésitez pas à me couper pour me dire que je suis trop long. Donc, on envoie on accompagne à peu près une trentaine de jeunes. Nous, on fait surtout de l'envoi de jeunes chaque année, donc sur un programme qui s'appelle le Corps européen de solidarité. Je ne sais pas si vous êtes familière avec ça. Un programme qui permet à tout jeune européen, européenne de 18 à 30 ans de vivre jusqu'à 2 expériences de mobilité à l'international. Une qu'on peut appeler court terme et une qu'on appelle long terme. C'est un petit peu comme le service civique, sauf que là, c'est financé par l'Union européenne. Donc, vous vous engagez auprès d'une structure sur une mission d'intérêt général ou auprès d'une communauté. Et il y a plein de types de missions différentes qui existent. Et en échange, vous avez une indemnité, le logement qui vous est fourni, un accompagnement à l'échelle locale, mais aussi de la part d'une structure d'envoi. C'est très sécurisant et sécurisé avec des niveaux d'accompagnement à différentes échelles et avec aussi un vrai focus, on va dire, qui est donné sur l'après, sur la valorisation de ces expériences en fonction de votre parcours, de votre projet professionnel, de votre projet de vie. Donc, nous, en tant que structure, on va vraiment travailler à la valorisation de votre année en Roumanie ou dans n'importe quel autre pays, de sorte à ce que ça puisse être quelque chose d'utile aussi et que vous puissiez poser des mots, formuler vos apprentissages à travers ça. Il y a d'autres types de dispositifs, notamment les échanges jeunes, qui sont des mobilités plus courtes, qui vont jusqu'à 3 semaines, qui permettent à des jeunes de l'Union européenne et au-delà, avec ce qu'on appelle les pays partenaires voisins de l'Union européenne ou pays du pourtour européen, de se rencontrer autour d'une thématique définie. L'idée est très simple, des jeunes donc là ça va de 13 à 30 ans, vont se retrouver par exemple autour des questions environnementales pendant un temps donné. Le tout, donc un programme aura été défini soit par les jeunes, soit par les structures coordinatrices. Et vous allez passer un temps avec des personnes qui viennent de pays différents à échanger sur vos réalités et à trouver des solutions sur les questions sur lesquelles en fonction de la thématique sur laquelle vous vous retrouvez. Donc, on en organise notamment en Géorgie, en France, sur les questions environnementales, combattre le sexisme, la citoyenneté active auprès des jeunes, etc., etc. Il y a plein d'autres types de dispositifs qui existent. On accompagne aussi les initiatives individuelles, ce qui veut dire que nous, en tant que structure, n'allons pas faire de dépôt de projet, mais accompagner les jeunes à la construction de leur propre projet. Donc, n'importe qui peut venir nous voir. Et on va être à l'écoute de leurs idées, de leurs envies, de leurs rêves et les accompagner dans la construction d'un dossier qui puisse être présenté auprès de différents éventuels financeurs pour que ces jeunes puissent garder vraiment les clés et la main sur la construction, sur la conduite et sur la valorisation de leur projet. Donc, on va dire dans notre poche, dans notre sac, un très grand nombre
d'opportunités de financement différentes sur lesquelles on va pouvoir orienter et accompagner les jeunes. C'est eux ou elles-mêmes qui vont être actrices de la construction et de la conduite de celui-ci. Donc, on joue plus un rôle de conseil et d'accompagnateur sur ce type de dispositif. Voilà, il y en a pas mal d'autres, mais si vous avez besoin de détails, je pourrais éventuellement vous en envoyer davantage dans le futur, je ne sais pas, sauf si vous voulez que je développe. Très bien, merci beaucoup Kevin. En tout cas, c'est très intéressant de voir qu'il existe un tas de dispositifs qui permettent aux jeunes qui souhaitent de s'engager et de partir en mission à l'étranger, tout en sachant que malheureusement en ce moment la mobilité des jeunes est un peu affectée par tout ce qui se passe, mais en espérant que ça puisse vite reprendre de plus belle. Ben, j'ai oublié un truc important, du coup, il y a le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe qui a reconduit un financement dans le cadre justement suite au confinement, les mobilités étant annulées, ils ont créé une nouvelle subvention qui est dédiée aux échanges digitaux et qui permet donc de financer des échanges digitaux sur l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et aussi pour permettre aux jeunes de pouvoir continuer à vivre des expériences internationales, interculturelles. Ça s'appelle EASY. La dernière demande de subvention, ça a été clôturé en janvier, mais ça rencontre un fort succès. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil puisqu'ils sont à la recherche de méthodologies, de solutions innovantes. Et ça permet aussi de pouvoir couvrir un certain nombre de frais qui sont liés aux échanges digitaux tout en gardant un certain angle de mobilité dans vos projets et d'international. Merci beaucoup, Kevin. Effectivement, ça pourra peut-être intéresser certains d'entre vous qui mènent des activités internationales en ligne. Donc, voilà. Si besoin, on a également les informations ici à l'ambassade, donc on pourra vous les transmettre. N'hésitez pas à nous demander. Donc, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de l'engagement d'un point de vue plutôt individuel, personnel, puisqu'on a eu des témoignages de volontaires qui sont engagés d'un point de vue personnel, comme je disais. Et maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de voir aussi comment passer d'un engagement plutôt individuel vers un engagement plus collectif. Et donc, voilà, savoir comment encourager et promouvoir l'engagement civique des jeunes. J'aimerais bien laisser la parole peut-être à Julien du Forum français de la jeunesse, peut-être pour nous expliquer un petit peu quel est le rôle de ce forum et puis quelles sont les difficultés en fait rencontrées par les jeunes et par les organisations de jeunes aujourd'hui et ce que vous faites pour tenter d'y remédier. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la prise de parole. Alors, le Forum français de la jeunesse, c'est un rassemblement d'organisations dédiées à la jeunesse et géré par des jeunes, donc, qui a été créé en 2012. Et donc, on a un fonctionnement collégial au sein duquel on a des associations, des syndicats, mais aussi des mouvements politiques de jeunesse. Et donc, moi, je suis aussi co-rapporteur de la Commission Europe internationale au sein du Forum. Et donc, on a une volonté de présenter l'Union européenne à la jeunesse française notamment. Et on avait un projet l'année dernière qui portait sur les objectifs européens de la jeunesse, où on a créé un escape game pour présenter donc en gros ce que permet l'Union européenne pour les jeunes. Et on avait comme projet l'année dernière de faire 2 étapes, donc en Outre-mer, en Martinique et en Guadeloupe. Malheureusement, comme pas mal d'actions, ça a été pour le moment reporté. Et donc, on est en train d'essayer d'imaginer comment transformer un escape game en quelque chose de plus numérique et virtuel, puisque vraisemblablement, cette année, ça risque d'être un peu compromis aussi. Et donc, on a un rôle aussi pour interpeller les puissances publiques, notamment sur les questions de mobilité et de jeunesse, parce qu'on est conscient aujourd'hui que, comme l'a dit tout à l'heure Nathan, que les associations ont aussi des difficultés qui sont aussi financières, et notamment
les associations de jeunesse. Donc, on essaie de voir comment on peut porter cette parole vis-à-vis des décideurs politiques, et notamment dans une perspective européenne où on essaye notamment en déposant des projets à l'agence Erasmus, comme le projet autour des objectifs européens de la jeunesse. On essaie d'en imaginer d'autres, notamment dans la perspective future de la présidence française de l'Union européenne en 2022, de voir comment on peut se saisir de cette occasion pour permettre aux jeunes qui, comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, sont déjà initiés aux questions européennes, mais essayer d'aller au-delà de nos cercles à nous et de faire en sorte que un plus grand nombre de jeunes puissent mieux connaître l'Union européenne et se saisir aussi de cette présidence française de l'Union européenne pour porter aussi des idées. Et j'ai entendu tout à l'heure le mot rêve, et je pense que dans la période actuelle, ça peut être aussi pas mal de rêver un peu sur les questions européennes, et donc essayer de voir comment on peut donner la parole aux jeunes pour rendre ces idées, ces rêves un peu plus concrets. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Je vais peut-être donner la parole du coup à Marie, qui travaille également au sein de l'association Jeunes Européens France sur les questions de l'Europe, justement. Peut-être, Marie, si tu pouvais nous dire quelques mots sur justement comment la crise actuelle a pu modifier l'image de l'Europe auprès des jeunes, et voilà, comment promouvoir davantage l'Europe à la jeunesse, et quelles sont les actions des jeunes européens justement pour promouvoir les valeurs européennes auprès des jeunes. Déjà, enchantée, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir être avec vous. Peut-être une petite présentation des Jeunes Européens. Donc, les Jeunes Européens, c'est une association qui se mobilise pour la démocratie européenne et pour permettre à chaque jeune d'être pleinement citoyen européen, de pouvoir donner son avis, de pouvoir s'exprimer, mais aussi pour sensibiliser justement à la citoyenneté européenne, qui n'est pas forcément un concept avec lequel on se réveille tous les matins. On n'a pas forcément conscience de cette citoyenneté. Et donc, nous, notre rôle, c'est aussi de pouvoir en parler pour pouvoir la mettre au cœur de l'activité de bénévolat et de l'activité citoyenne des jeunes. La crise sanitaire, je crois qu'elle a quand même foncièrement changé le rapport à l'Europe. Déjà parce que l'Europe, pendant quelques mois, s'est retrouvée vraiment au cœur de la solution. C'est-à-dire que l'Europe, ce n'est pas forcément le concept le plus sexy, personne ne comprend trop ce qui s'y passe. C'est quoi cette histoire de Commission européenne alors qu'il y a le Parlement, enfin voilà. Là, pour une fois, on avait quelque chose de concret à mettre derrière l'Europe. L'Europe, c'était une possibilité d'avoir une action commune en termes de gestion sanitaire, en termes de recherche pour les vaccins, pour les masques, déjà dès le départ en fait, pour les questions économiques. Enfin vraiment, l'Europe est devenue non plus quelque chose de flou et lointain, mais quelque chose qui peut avoir un impact réel sur la crise quotidienne, la crise qu'on est en train de vivre, et on la sent, cette crise-là, pour le coup. Et c'est nous, cette crise-là, en fait, elle montre nous ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est-à-dire la rendre sensible, cette Europe, la montrer dans le quotidien des gens. L'Europe, elle est partout, et malheureusement, elle n'est pas suffisamment visible pour qu'on ait conscience qu'elle est partout. Elle est dans la ligne de tram qui est mise en place dans une commune française et qui est cofinancée par des fonds européens. Elle est, vous, dans vos mobilités, dans le partage culturel que vous faites, notamment avec vos engagements. J'entendais pas mal de Français et Roumains, justement, qui partaient échanger. Et ça c'est l'Europe, en fait. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre au cœur du sujet, c'est de dire l'Europe n'est pas quelque chose de vaseux, l'Europe n'est pas quelque chose d'inaccessible, n'est pas réservé à une élite intellectuelle qui a fait Sciences Po et qui sait mieux que tout le monde. Non, pas du tout. L'Europe, c'est chacun d'entre nous. On est tous citoyens européens, on a tous, par exemple, le droit de voter aux élections européennes. On est tous concernés par la législation européenne au quotidien, et donc on peut tous s'engager en ce sens-là. Et pour réussir à justement mieux comprendre tout ça, nous, on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur au niveau des jeunes européens, c'est la pédagogie et l'éducation à la citoyenneté européenne. C'est de dire on prend le temps de parler entre nous simplement de ce que c'est la citoyenneté européenne et de l'Europe au quotidien.
Après, on va avoir plein d'activités pour intéresser les jeunes, parce que l'objectif, c'est aussi d'aller parler justement à ces jeunes et aussi aux jeunes qui sont un peu plus éloignés des questions européennes. Et pour ça, la méthodologie et l'éducation populaire, elle nous paraît essentielle. Voilà. J'espère avoir répondu à la question initiale. C'est un gros sujet et j'essaie de le faire de manière synthétique. Oui, oui, merci beaucoup Marie. C'est vrai que, comme tu le disais, je pense que la crise aura peut-être au moins cet avantage aussi de remettre un petit peu l'Europe sur le devant de la scène et de voir voilà, qu'on était tous en tant qu'Européens dans le même bateau un petit peu et qu'il y avait des choses à faire pour améliorer la coordination européenne, notamment en matière de santé. Et je crois ça. Oui. Ouais, peut-être un point supplémentaire, ce qui est super intéressant avec cette crise-là aussi, c'est qu'elle crée du lien entre nous. C'est-à-dire que possiblement, il y a des gens autour de cette table ronde que je n'aurais jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Parce qu'en fait, la crise sanitaire a beaucoup joué sur le numérique. Et le numérique, même si c'est vrai, il est pénible à la longue et qu'on aimerait pouvoir se voir en vrai, il a permis quand même de faire tomber beaucoup de frontières. Et ça, c'est quand même une expérience qui est hyper intéressante. Parce que moi, pendant cette crise sanitaire, j'ai rencontré des Italiens, des Portugais, des gens que vraiment, potentiellement, j'aurais jamais rencontrés si on ne s'était pas vu sur Zoom et si on n'avait pas pu échanger par ce canal-là. Et donc, c'est quand même un des points positifs. Si on peut en retirer parfois, c'en est un. Oui, c'est sûr il faut essayer de chercher un peu de positif dans tout ce qui nous, tout ce qui nous tombe dessus depuis presque un an maintenant. Et je voulais peut-être du coup laisser la parole à Sorana qui travaille notamment engagée au sein de l'association Forum Apulum que tu mentionnais tout à l'heure. Et je crois savoir que l'association a aussi tout un volet justement sur l'éducation civique et l'éducation européenne. Donc peut-être si tu peux nous en parler en quelques mots, Sorana. Oui, aussi, on a un autre projet qui s'appelle Civic Influencers, parce qu'en fait, on croit vraiment dans le pouvoir des gens à influencer les autres gens autour d'eux, soit jeunes, soit des adultes. Parce qu'en fait, je crois que le problème principal que je vois en Roumanie, l'obstacle principal qui va à l'encontre du potentiel des gens à s'impliquer dans la société, c'est en fait ce sort d'apathie dans la société. Je crois qu'on la retrouve aussi en France, mais en Roumanie, j'ai l'impression que les gens prennent un peu comme allant du soi la démocratie, leurs droits. Et par exemple, la génération adulte, même mes parents qui ont vécu le communisme, ils n'ont pas cette habitude de prendre l'initiative. Ils ont toujours cette impression que leur opinion ne compte pas, qu'ils peuvent rien changer. S'ils voient un problème dans la société, ils ont l'impression que oui, ils sont impuissants et qu'il y a rien qu'ils peuvent faire. Et c'est aussi avec cette pensée que je suis partie en France. Parce que je me suis dit, oui, en Roumanie, il n'y a aucune opportunité. En Roumanie, je ne peux pas m'exprimer. En Roumanie, il n'y a pas de moyen pour moi de m'impliquer dans la société, d'avoir une voix. Parce qu'en fait, je n'ai pas ressenti une soutien de la part, par exemple, du système éducatif. Je crois que le système éducatif en Roumanie ne soutient pas l'implication des jeunes dans des projets extracurriculaires. Et moi, par exemple, je trouvais assez difficile de dire, par exemple, à mes professeurs que je dois, par exemple, pas sécher un cours, mais sécher un cours parce que j'ai un bénévolat ou de leur dire que je fais quelque chose à côté de l'école. Peut-être que c'est pas... Je crois que il y a des écoles, par exemple à Bucarest ou dans les villes plus grandes où les jeunes sont un peu plus poussés
envers cette implication, mais en général, je ne trouve pas que le système éducatif en Roumanie soutient vraiment ce genre d'implication dans la société. J'ai l'impression que nous, comme société civile en Roumanie, on doit vraiment lutter contre cette apathie, cette apathie générationnelle qui, j'ai l'impression que ce transfert à ma génération aussi, mais du moins en moins. Je le vois dans les civic influencers, par exemple, et la plupart, ils sont des élèves de lycée. Et déjà, je vois une grande différence dans le niveau de leur implication. Ils sont vraiment plus impliqués que je pu ressentir quand moi j'étais au lycée par rapport à mes collègues, par exemple, ou les élèves du lycée en général quand j'étais au lycée. Et je crois que c'est un processus et je crois qu'on va y arriver. Du coup, Forum Apulum essaye vraiment de rendre l'implication dans la société un peu plus cool, un peu plus sexy. Je crois qu'on succède. Je crois vraiment qu'on va réussir. C'est pas quelque chose qu'on voit d'un jour à l'autre, ce changement, mais je suis confiante que peut-être en 10 ans, la société roumaine ne va pas être la même qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Sorana. C'est vrai que je n'ai pas la prétention, ça fait que quelques mois que je suis en Roumanie, donc je n'ai pas la prétention d'encore très bien connaître ce pays, mais j'ai quand même l'impression que la jeunesse a vraiment la volonté de faire changer les choses. Et oui, je pense que, comme tu le disais, dans les prochaines années, il y aura plein d'évolutions qui seront à ce niveau-là. Et je crois que Nathan voulait réagir à ce que tu viens de dire. Ouais, en fait, je voulais juste réagir à ce que tu parlais par rapport à l'engagement collectif et par rapport à l'engagement de la jeunesse. Et je pense que simplement, il faut prendre conscience que nous, en tant que volontaires, on a cette autorité, entre guillemets, de travailler dans les associations et d'être parmi les premiers rangs de ceux qui assistent justement à ces problèmes d'inégalité et des problèmes écologiques, enfin, tous les problèmes auxquels on est confronté. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler autour de nous et à mettre à profit justement cette autorité qu'on a en avoir été témoin pour pouvoir propager ça, parce que le principal problème, au-delà des solutions qu'on peut trouver pour s'adapter, c'est surtout le manque de prise de conscience, pas seulement des jeunes, mais de toute la société envers ces problèmes-là. Et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important en termes d'engagement collectif. Et pour finir, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à même politiser cette prise de position, parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que les choix qui nous ont menés vers cette situation d'inégalité, de pauvreté, de crise, sont des choix politiques à la base. Merci Nathan, et bon, ça me permet du coup de trouver une belle transition pour passer la parole à Touchard, et qui justement est mobilisé au sein de Generația Vot, qui est une organisation en Roumanie qui vise à promouvoir justement le vote des plus jeunes et à les faire un peu revenir sur la scène politique. Touchard, si tu peux nous dire quelques mots des actions que vous avez entreprises en 2020 pour redonner un peu de glamour, on va dire, au vote. Bouchard, tu m'entends? Bună ziua, numele meu este Tușar. Din ce am înțeles, sunt singurul care nu vorbește franceză de aici. Și așteptam să mi se traducă, că n-am auzit că mi s-a spus să vorbesc. Mulțumesc pentru invitație pentru astăzi. Eu sunt cofondatorul inițiativei Generația Vot. Generația Vot s-a născut de la faptul că, cum a zis și Sorana, s-a văzut o apatie de la oameni care
nu voiau să se implice social, nu voiau, nu doar că nu voiau, nu aveau nici posibilitate să se implice mai bine în societatea. Și am văzut o chestie că politicieni sau oameni care sunt în instituții mari din România nu vorbesc cu public general și mai mult către ei. În sensul că nu e o discuție și mai mult oamenii aia vorbesc și noi ascultăm. Și din cauza asta și faptul că procentajul de vot a fost așa de scăzut, am pornit inițiativa Generația Vot înainte de alegerile locale din 2020 și mi se pare că ce am reușit să facem în mod online, adică tind să cred că dacă inițiativa asta venea în perioada înainte de pandemie, când totul era și fizic, cred că puteam să reușim să ajungem numai la oameni din București, din capitala. Dar datorită faptului că a fost online și a fost mult mai vizibil peste tot, am reușit să strângem, după alegerile locale, aproape 500 de oameni în echipă, ca voluntari, care ne-au ajutat, 500 de oameni în echipă, care au fost de peste tot din județele din România și au fost și din sate, din orașe, de peste tot, adică unele sate nici nu cunoșteam numele și aveam oameni de acolo. Și mi se pare foarte că mediul online ne-a ajutat foarte mult să conectăm oameni de peste tot din țară, să implicăm în mod civic. Noi am început ca promovarea exercițiului de drept de vot. Le-am explicat oamenilor ce face Parlamentul, ce face Guvernul, ce face toate funcțiile publice și avem și research managerul care este chiar în Dijon. El este în Facultatea de Științe Politice din Dijon, cu double degree în Londra. El a fost cel care ne-a ajutat cu toate informațiile și trimiteam într-un mod cool prin social media. Eu sunt o persoană care se ocupă de a crea comunitățile și colegul meu care a fost cofondator este pe partea de marketing, deci habar nu avem despre politică, dar noi am vrut să facem o inițiativă, fiindcă n-am văzut ceva vizibil în perioada aia și am găsit oameni care să se implice și să ne povestească mai mult și să ne informăm, nu doar noi, dar să ajungem și la mai multă lume. În toată perioada asta am strâns 500 de oameni în echipă, am ajuns la aproape 10.000 de oameni prin toată țara și acum urmează să lucrăm împreună cu Forum Apulum, fiindcă implicarea civică nu se termină doar la vot și cred că trebuie să facem mai mult decât vot. Trebuie să tragem de mânecă pe politicieni pe care am ales acum. Trebuie să le explicăm cum să faci petiții, cum să faci proteste pașnice, cum să faci foarte multe lucruri despre care nu se învață în școală. Și acum urmează să ne implicăm mult mai mult pe partea asta de evenimente, ateliere, ca să ajungem și la orașele mari, dar și ajungem la locurile rurale unde nu au așa de multe oportunități cum avem noi în orașele mari. Sper că a fost ok de tradus. Îmi pare rău că nu vorbesc franceză. Oui, ça a très bien marché. Merci beaucoup, Touchard. Et c'est nous qui sommes désolés que tu étais le seul non francophone de la réunion. J'espère que tu as quand même pu bien suivre tous les échanges qu'on a eus au long de cette heure et demie et que ça n'a pas été trop compliqué pour toi d'être le seul non francophone. Peut-être... Mulțumesc mult. A fost foarte bine. Super. Peut-être une dernière question adressée à tous ceux qui veulent répondre sur finalement ce que la pandémie vous a appris en tant que jeune et les leçons à tirer, que ce soit d'un point de vue de votre personnel, d'un point de vue de votre engagement personnel ou même
de point de vue du coup d'un engagement plus collectif. Voilà, ce que la pandémie vous a appris et ce que vous souhaitez appliquer par la suite dans votre vie quotidienne et dans votre engagement, quel qu'il soit. C'est l'un de vous de se lancer. Well, oui, tu peux prendre la parole. J'espère que j'ai bien entendu la question, hein. Alors, donc, ce qu'on a appris durant cette pandémie ou grâce à cette pandémie, c'est tout d'abord d'apprécier ce qu'on a. Avant, on s'en plaint tout le monde, on n'est pas content. Mais durant cette pandémie, vraiment, notre rythme, notre ancien rythme de vie nous a beaucoup manqué. Les activités nous ont beaucoup manqué, nos familles. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas rencontré leur famille depuis 1 an ou même plus à cause de cette pandémie. Rencontrer les amis, faire le pot mensuel, sortir avec ses amis. Donc, ce côté nous manque beaucoup. Aujourd'hui, notre vrai engagement en tant que société civile, en tant qu'association, c'est déjà de sensibiliser les jeunes, nos familles pour le vaccin, pour recevoir le vaccin, afin qu'on puisse reprendre notre vie, de voyager, de se déplacer, de se réunir comme d'habitude. Et par la suite, continuer dans nos projets initiaux. Si je parle de notre association, dans l'insertion professionnelle, dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat. Et un point qui est très important, qui nous a beaucoup touché, c'est vraiment le côté environnement. Donc de penser à mieux protéger notre vie et ne pas vivre juste pour aujourd'hui, mais penser aux futures générations et à notre planète aussi. Merci. Merci, Wael. Je vois que Marie aussi voulait intervenir. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que, j'avoue que j'en doutais pas tellement avant la crise, mais je crois que maintenant, il y a eu quand même une révélation collective en fait, de l'engagement des jeunes qui est profond, qui est sincère. On est loin d'être une génération égoïste. On a été parmi les premiers aussi à essayer de trouver des solutions dans cette crise sanitaire, à s'engager sur des terrains qui n'étaient pas forcément les nôtres à l'origine. J'ai un exemple des jeunes qui sont allés participer à des maraudes, qui sont allés aider dans des centres de distribution alimentaire, qui en fait se sont vraiment révélés comme citoyens à part entière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui aura profondément marqué mon engagement sur cette crise sanitaire. C'est le fait de voir les jeunes pleinement actifs, qui s'engagent, qui s'intéressent au confort de chacun. Et peut-être cette réalisation qui me fait émettre un souhait pour la suite, c'est que la jeunesse prend soin de sa société, elle prend soin des autres. Peut-être que ce serait bien de prendre un petit peu soin de cette jeunesse aussi, en l'accompagnant, parce que c'est quand même une jeunesse qui est en grande difficulté aujourd'hui, qui pour beaucoup ne fait pas beaucoup de bruit, qui se plaint peu et qui pourtant vit dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc peut-être qu'on peut rendre aussi un peu à la jeunesse toute l'attention qu'elle a apportée aux autres pendant la crise sanitaire. Oui, merci beaucoup Marie. C'est très juste ce que tu viens de dire, et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, comme on le disait au début, la jeunesse, si elle n'est pas la génération la plus touchée à proprement parler par la maladie, c'est probablement celle qui est le plus par les conséquences du Covid au niveau social, au niveau économique. Donc c'est sûr que voilà, il faudrait également apporter peut-être plus d'aide à cette jeunesse. Julien, je vois aussi que tu avais levé la main. Oui, du coup, ce que nous a appris la crise sanitaire, c'est déjà que rien n'était acquis, hein, que ce qu'on pensait pouvoir, ce qui était impossible à enlever l'était. Alors, c'est des choses assez anecdotiques, hein. On a parlé de se retrouver, de profiter de certains moments, etc. Il y avait aussi, peut-être qu'il y a certaines réunions auxquelles on traînait les pieds pour aller. Au final, on en rêverait aujourd'hui de pouvoir retourner à ces réunions qui étaient un petit peu ennuyantes juste pour pouvoir revoir un peu de monde. C'est vrai, comme l'a dit Marie, qu'on a pu
constaté de la place importante que prenait l'Union européenne une Union européenne qui était assez théorique pour beaucoup de citoyens, qui s'est illustrée très concrète au quotidien. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important, notamment pour pouvoir continuer cette pédagogie vis-à-vis des institutions européennes, notamment auprès des jeunes. Sur la mobilité, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on vantait beaucoup quand on présentait l'Union européenne aux jeunes et qui paraissait à la fois acquise et peut-être normale. Et aujourd'hui, on se rend compte que la mobilité au sein de l'Union européenne, c'est plutôt un luxe et qu'on le savourera avec gourmandise quand on pourra en reprofiter pleinement. Et puis la crise sanitaire, ça nous a permis aussi de réinventer nos engagements. On l'a dit aussi, c'est que le numérique a ses limites, mais qui permet quand même un contact plus important. On a fait tomber certaines frontières. On est peut-être parvenu à travers Zoom. Bon, après, il faudrait peut-être imaginer un Zoom européen, mais d'avoir une espèce de Schengen numérique où on peut échanger ensemble sur pas mal de sujets. Et je pense que ça peut être intéressant pour nos engagements à nous, mais aussi dans la façon dont l'Union européenne se transcrit dans le quotidien des jeunes et pouvoir plus se saisir de ces outils-là pour à la fois faire connaître l'Union européenne et faire participer les jeunes à la construction européenne. Et puis, ça réinvente nos engagements en les rendant beaucoup plus décentralisés et proches du terrain où on n'est pas obligé de se retrouver tous dans la même salle à la même heure pour pouvoir partager un projet commun. Donc, je pense que évidemment, on aurait préféré ne pas avoir à traverser cela, mais ça nous apporte quand même certaines choses et notamment dans la façon dont on pourra s'engager à l'avenir. Merci Julien. Oui, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça nous a permis aussi peut-être de constater que en fait, il y avait plein de façons de s'engager pour la jeunesse et que toutes ces façons de s'engager n'étaient pas elles pouvaient s'accumuler un peu comme une sorte de millefeuille, si je puis dire. Voilà, on peut à la fois avoir des engagements personnels dans notre vie quotidienne et également à côté de ça aller dans la rue pour certains rassemblements, bon, un peu moins en ce moment, et puis être engagé dans des associations, voilà, être en volontaire. Donc, la pandémie nous aura aussi peut-être permis de se rendre compte du fait qu'il y avait vraiment une multiplicité de façons de s'engager. Et je crois que Touchard, tu avais levé la main aussi. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots pour clôturer cette discussion. À Touchard. Da. Mulțumesc. Voiam să zic că sunt și de acord cu Marie și Julian despre ce au spus mai devreme. Și mi se pare că pandemia și toată perioada aceasta ne-a adus foarte mult împreună ca un cetățean global. Am văzut atât de multe lucruri și atât de mulți oameni care au ajutat între ei, au văzut problemele din alte locuri și au fost acolo să ajute. Și mi se pare că acest lucru cumva ne-a trezit și omenirea și să simțim că și un lucru că nu trebuie să fim fizic într-un loc ca să putem să facem ceva și putem să facem lucruri extraordinare doar din camera noastră. Și asta mi se pare ceva foarte wow, că nu trebuie să... Adică tranziția aceasta spre digital ne-a ajutat foarte mult să ne implicăm fără să avem vreo probleme sau deficiență de posibilitate de a merge undeva. Și mi se pare un lucru foarte bun de învățat pentru viitor. Merci beaucoup Touchard et merci à tous vraiment d'avoir accepté de participer à cette discussion un dimanche après-midi. En tout cas, nous, on était vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous.
C'était vraiment passionnant et je vais peut-être laisser la parole à Joseph si tu veux dire quelques mots de conclusion. Alors, je vais avoir du mal à conclure, mais en tout cas, je vais déjà vous remercier parce que je pense qu'effectivement, pour un dimanche après-midi, en termes d'échange, de qualité d'échange et de substance, vous pouvez être fiers de vous collectivement. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir été là, d'avoir échangé, d'avoir fait part de vos points de vue, de vos analyses, des choses qui sont finalement, qui partent d'horizons assez différents, mais dont on voit bien qu'elles vont dans la même direction. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en fait, pour éviter de parler trop longuement, ce qu'on a choisi de faire, c'était d'essayer de montrer, illustrer, puisqu'on arrive à la fin de 2 jours d'échange, ce qui a été fait ce qui a été dit pendant ces 2 journées bien remplies. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Alex Glod qui est là, qui s'est connecté, et je vais lui laisser la parole parce que je pense qu'il pourra conclure de manière beaucoup plus interactive et beaucoup plus sympathique que ce que je pourrais faire. Donc Alex, tu as la parole. Mulțumesc foarte mult și bună seara tuturor. E o plăcere să joc acest rol de, să spunem, persoana care reușește să arhiveze într-un mod vizual ideile care au circulat de-a lungul acestor zile. De profesie sunt trainer și storytelling-ul și desenul sunt modurile prin care încerc să fac educația mult mai umană, mai autentică și practic, misiunea în acest weekend a fost ingrată pe parte pentru că trebuie să cuprind esența, dar mi este foarte greu să ajung la detaliile și felul în care ați reușit să explorați temele, dar aș vrea să vă introduc în care au fost pentru mine, cel puțin din unghiul acesta, cele mai valoroase idei care au circulat în acest weekend. Să începem. Așa. În primul rând, marea provocare este să răspundem la întrebarea ce a însemnat pentru fiecare dintre noi să facem voluntariat în pandemie. Și aici am putut să extrag următoarele teme pe care le-am văzut repetându-se din discuții și experiențele fiecăruia. Primul a fost acest sentiment de singurătate, pentru că deodată am fost forțați să lucrăm de unii singuri într-un spațiu fizic. Dar, deși am fost singuri, mulți dintre noi am sperat spre un orizont mai bun, gândindu-ne că trebuie să găsim o soluție pentru astfel de vremuri și să ne gândim că munca pe care am început-o nu se oprește în acest punct. De fapt, trebuie să continui aceleași activități pentru că misiunea noastră a fost pentru toți pe termen lung. Apoi, a fost pentru unii o schimbare foarte bruscă, care poate a fost ceva mult mai neașteptat. De exemplu, ideea că am început anii organizând ateliere cu tinerii, pe aia l-am mutat în online și apoi au dispărut complet. Și unii dintre noi poate am simțit asta, că oricât am vrut să menținem acel momentum, pe unii i-am pierdut, n-am reușit să-i menținem în spațiu virtual cum i-am menținut în spațiul fizic și asta a fost o provocare și ne-a provocat să gândim lucrurile într-un mod diferit. În același timp a fost o perioadă care a fost marcată de foarte multe temeri și griji pentru cei dragi, dar și pentru viitor. Atâta incertitudine, atâtea lucruri care se schimbau de pe zi pe alta și era foarte dificil să ne dăm seama care sunt acțiunile cele mai bune în acele momente. În ultimul rând, pentru că și așa cam reacția oamenilor legată de voluntariat înainte de pandemie era ceva de genul, vă dați seama că pentru unii a fost cu atât mai dificil să coagulizeze resursele și să implice cât mai mulți oameni în voluntariat când această apatie exista deja și înainte de pandemie.
Dar nu este totul doom and gloom, nu e totul neapărat rău, pentru că, de fapt, ce am discutat noi este că a fost o bună ocazie de reevaluare a felului în care facem lucrurile și au venit de aici și niște lecții importante și câteva soluții inovative. Și haideți să ne uităm și la aceste lecții pentru viitor pe care le-am extras împreună. Una din lecții care mi se pare într-adevăr foarte valoroasă este faptul că trebuie să începem să ne obișnuim politicienii cu cetățeni mai implicați sau chiar mai obraznici. Să nu-i lăsăm doar în anumite momente a trecut campania electorală, gata, îi lăsăm în pace și să continuăm să facem presiune pe subiectele care sunt importante și să nu se obișnuiască să fie prea confortabil, pentru că noi investim în ei și ei ar trebui la rândul lor să fie atenți la ceea ce cerem și mai ales pentru că tinerii o să aibă un interes pe un termen mult mai lung legat de deciziile care se iau astăzi. Pe lângă asta este și discuția oarecum generală pe care o avem despre tineret, pentru că cumva discuția în media și în ultimul timp a fost în sensul ăsta de tineretul care stă doar pe TikTok și nu e nimic de capul lor, dar la finalul zilei, fie că ne place sau nu, tinerii sunt viitorul. Și dacă noi ne dorim un viitor, ei sunt locul în care ar trebui să investim și atunci energia și toate resursele pe care le investim astăzi în tineri, practic vor defini care este viitorul pe care îl vom avea peste 10, 20, 30 de ani. În ultimul rând, există și un instinct pe care îl avem cu toții când avem o inițiativă la care ținem foarte, foarte mult, să apelăm la vedete, la influenceri, ca ei să ne ducă mesajul mai departe. Problema este că noi nu suntem singurii care le cerem atenția noastră, sunt mult mai mulți oameni care vor ca ei să vorbească despre anumite lucruri. Și deși, zicem, influența lor cântărește mai mult în comparație cu influența unui om normal, obișnuit, nu ar trebui să le subestimăm vocea oamenilor obișnuiți, pentru că și ei, prin implicarea la firul ierbii și prin micile comunități din care fac parte, și ei pot să miște oamenii la acțiune și să mobilizeze resurse ca să facă o schimbare sustenabilă. Și deși am putea spune că, într-adevăr, perioada pandemiei ne-a separat fizic, ne-a și adus împreună în moduri pe care nu le puteam imagina înainte. Practic, am putut să ne conectăm cu comunități, cu proiecte și alte ONG-uri cu care poate nici nu ne-am fi gândit că am fi putut începe colaborări. Și atunci, deși COVID-19 ne-a distanțat, internetul a și reușit să ne aducă împreună, dar ce trebuie să luăm în calcul este că nu ne-a adus pe toți împreună. În categoriile defavorizate, din păcate, încă sunt oameni care nu au acces la acest utility, ca să zic așa, simplu pentru mulți dintre noi, așa că este și o lecție de a vedea cum lărgim cu atât mai mult această comunitate și să ne asigurăm că toți au acces la aceleași resurse. Și un lucru care a fost relevant în ultimul an și va fi relevant pentru mulți ani este faptul că nu mai putem ignora subiectul sănătății mentale. Cu toții am simțit pe propria piele cât de dificil este să te adaptezi unui cadru în care ești izolat de ceilalți și nu-și dai seama cât de mult cei din jurul tău te înțeleg. Și toată asta este o experiență pentru foarte mulți tineri și înainte de pandemie. Și acum, poate, având experiența asta, poate reușim să empatizăm mult mai mult cu fenomenul de sănătate mentală și să-l punem pe agenda noastră nu doar anul acesta și nu doar de Ziua Internațională a Sănătății Mentale, ci să fie un lucru pe care îl punem ca o prioritate în activitățile noastre. Desigur, au fost mai multe idei valoroase și mi-ar plăcea să mai stau încă vreo 30 de minute să vorbesc despre fiecare în parte, însă acestea sunt ideile pe care le-am considerat cele mai valoroase și sper că am reușit să cuprind esența discuțiilor pe care le-ați avut în acest weekend. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Alex, et merci pour ces illustrations. C'est formidable, ça évite de faire des longues phrases. Et je crois que ça répond en tout cas
une grande partie de ce qui a été dit. Je voulais juste redire que vous avez eu la chance d'échanger aujourd'hui, vous inciter d'une manière ou d'une autre à rester en contact. Espérez aussi que dans les différentes activités qu'on va conduire cette année, sur certaines des thématiques d'ailleurs qui ont été abordées, que ce soit les questions européennes, les questions de lutte contre le changement climatique, on ait l'occasion de se retrouver parce qu'on innove nous aussi avec des formats numériques et on aura, alors peut-être pas que des formats numériques, j'espère bien, mais on va avoir en tout cas des formats numériques qui pourront vous intéresser. Je voulais juste dire un mot aussi parce que ça va être redit prochainement, mais donc l'ambassade, l'Institut français de Roumanie nous allons donc lancer un appel à projet dès lundi, demain, justement sur aussi. Alors l'idée, c'est vraiment des projets menés par des jeunes, pour des jeunes, par des associations qui représentent les jeunes en Roumanie, mais éventuellement avec des partenaires français aussi, sur certaines des questions que vous avez abordées, éducation à la démocratie, engagement dans la vie citoyenne, éducation à l'information, information, communication, formation même sur les questions européennes, tout ce qui est autour de la conscience écologique, la biodiversité, le changement climatique, le soutien aux personnes et publics fragilisés par la pandémie, la lutte contre les discriminations, les droits de l'homme, le respect mutuel, et puis aussi tout ce qui est autour de l'art et de l'engagement politique. Donc, toutes ces informations, vous allez les retrouver dès demain sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire essentiellement ambassade, Institut français de Roumanie. Et c'est un appel à candidater pour vous et puis pour toutes les ONG qui ne sont pas toutes là, parce que c'est vrai qu'en 2 jours, avec les formats qu'on a utilisés, tout le monde n'a pas tout suivi et c'était quand même aussi l'idée. Voilà, vous inciter à regarder et à essayer de candidater pour ceux qui se sentent concernés et qui ont envie de continuer à travailler avec la Roumanie. Restez en contact, je vous l'ai dit, et je remercie aussi Anna Maria, Annabella, Johanna, Olympia, Capucine qui se sont engagés pendant ce week-end et qui ont aussi consacré beaucoup de temps pour faire en sorte que ce forum puisse avoir lieu. Je passe la parole de manière virtuelle, Olympia, pour les quelques dernières minutes à Hélène Ross, directrice de l'Institut français de Roumanie. Et moi, je vous souhaite encore une fois une très bonne fin de journée. Bună ziua! Forumul Tineri în secolul 21 ne-a arătat creativitatea extraordinară a ONG-urilor din România. Am sărbătorit împreună voluntariatul și implicarea tinerilor români și francezi în cele 3 zile de forum. Felicitări! Doresc să le mulțumesc ONG-urilor partenere, Funky Citizens, Fundația Comunitară București, IFDN, Asociația Casa Naturii, Consiliul Tineretului din România, Forum Apolum, Fundația Leaders. Adresez mulțumiri de rede și partenerilor Teatru de la Ville la Paris, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ONG-urilor și voluntarilor care ne-au împărtășit experiențele lor. Societatea civilă reprezintă un factor de schimbare cu un rol însemnat în apărarea valorilor democratice. Astăzi, Ambasada Franța și Institutul francez din România lansează un concurs de proiecte pentru a susține inițiativele ONG-urilor de tineret pe teme precum democrația și implicarea civică, educația media și gândire critică, chestiunile europene, ecologia, sprijinul în timp de pandemie, lupta împotriva tuturor formelor de discriminare,
arta și implicare politică. Să continuăm, așadar, schimburile de idei inițiate la acest forum. Ne vedem în februarie 2022 la cea de-a treia ediție a forumului. Donc à l'année prochaine, très bonne fin d'après-midi et merci encore de votre présence.